Avec vous sur Sud Radio, on est en train de se chauffer en studio. Je peux vous dire que on est en forme. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez pour les débats, bonjour Najwa El Haïté, docteur en droit. Vous êtes avocate, vice-présidente de Territoire de Progrès et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Nicolas Jeanneté, bonjour, directeur des centristes conseillers de Paris. On parlait de Paris pour ne rien vous cacher. Régis de Castelnau, bonjour, un autre avocat. Bonjour. Votre blog, c'est Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Et Jean-Luc Benamias, bonjour Jean-Luc, membre de la Ligue des droits de l'homme et vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental. J'ai publié pas mal de bouquins aussi. Oui, mais on donne les derniers, donc allez-y. Dites, faites votre promo. Vous voulez parler de quoi? C'est quoi les paradoxes de Monsieur Hulot. Oui. Mais vous dites peut-être ça. Ouais, vous dites peut-être pas tout. C'est intéressant, ça. Ouais. Ah, oui. Vous dites vraiment tout dedans? Alors, je dis pas mal de choses. Bon, alors les paradoxes de Monsieur Hulot, pour ceux qui s'intéressent à Nicolas Hulot, qui reste la personnalité préférée des Français, il faut bien le dire. Faut-il rendre la vaccination obligatoire au-delà même des soignants? C'est sérieusement envisagé par le gouvernement. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre. Faut-il des statistiques ethniques pour lutter contre le racisme? C'est ce que préconise l'ONU. Et puis Anne Hidalgo peut-elle se transformer en candidate à la présidentielle? On va essayer d'aborder on va essayer d'aborder tous ces sujets. Je peux commencer par un coup de gueule quand même. Alors je ne vais pas me faire que des amis, mais alors la grève, les grèves pendant les week-ends de départ en vacances, je trouve ça absolument dégueulasse. Le terminal 2 est bloqué. Les gens sont pas partis pendant des semaines. Alors je comprends que la grève, le droit de grève, tout ça, mais franchement, c'est vraiment pas bien. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je partage ce coup de gueule. Les TGV, la SNCF. Le Sud a décidé de lever son préavis finalement pour les Ouigo, mais vraiment c'est. Non, mais surtout que les syndicats ont eu des mois pendant le confinement pour discuter avec leur direction. On va pas se voiler la face. C'est un moyen de pression. C'est encore en otage. Alors là, vous allez vous faire engueuler. Pris en otage. Mais c'est un moyen de pression démesuré quand même par rapport à la population. Jean-Luc, il en dit quoi? Jean-Luc Benamias? Jean-Luc, il en dit que les syndicats, parfois, peuvent faire des erreurs. Mais là, sur Ouigo, je pense que c'est dû à la sous-traitance de la sous-traitance par rapport à des systèmes qui ne sont plus totalement entre les mains de la SNCF. Et les cheminots défendent leur statut. Alors, on peut en penser ce qu'on en veut, mais les syndicats de cheminots défendent leur statut. Oui, d'accord, mais ils auraient pu attendre la rentrée. Ils ont pu défendre leur statut pendant le confinement, pendant que les trains ne roulaient pas. Et je dis plus que cela, je ne crois pas. Ouais, non. Alors, moi, je voudrais, l'autre avocat. A priori, spontanément, il va défendre les cheminots, lui. L'histoire d'une relation privilégiée avec le mouvement ouvrier. Donc, je fais une différence entre l'avion et le train. Ah oui. Je pense que j'ai pris le train hier. Je suis rentré de Paris en Provence et tout marchait bien. C'était bourré, les gens partaient après ce qu'on a subi depuis 1 an et demi. Heureusement que le préavis de grève a été levé parce qu'au bout d'un moment, c'est une façon de se couper des gens d'abord. C'est une façon de se couper des gens, de leur imposer des galères pas possibles. C'est très impopulaire. En ce qui concerne, et donc, oui, mais je fais une différence. Ils ont eu cette intelligence, ils défendent le statut des cheminots. Je pense que Jean-Luc a raison, c'est une bonne chose. En revanche, ces grèves qu'on pointe au pire des moments pour l'usager, qu'est-ce qu'il va faire l'usager? Il va les prendre en détestation. C'est pas pour autant qu'il va s'en prendre ou qu'il va considérer que c'est le gouvernement ou le patron le responsable. Donc non, je suis d'accord que ce sont des mouvements qui sont catégoriels et qui donnent une très mauvaise image du syndicalisme. Oui, et je précise, parce qu'évidemment, on se fait toujours un peu chahuter sur Facebook, que je ne prends ni le train ni l'avion ce week-end, donc je ne suis pas concernée. J'ai parfois, je pense, un peu justement à ces familles qui vont essayer de partir pour changer d'air. Pour changer d'air. Ils ont pris leur billet depuis des mois et des mois. Et puis c'est effectivement terriblement impopulaire pour le mouvement, pour ces mouvements. Jean-Luc, c'est un coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. C'est pas très original. C'est retour du Tour de France avec
le public sur le bord des routes. Alors, le public fait parfois des erreurs, on l'a vu. Bon, cette pauvre dame, ça y est, j'ai vu que, intelligemment d'ailleurs, le Tour de France a retiré sa plainte. Je trouve ça tout à fait satisfaisant, même si... Bon, cette dame a fait l'erreur de sa vie, quoi. La chute, elle est énorme. Enfin bon, voilà. Mais c'est un clin d'œil, vous pensez bien, par rapport à certains de mes amis écolos qui, par rapport à cela, je dis certains de mes amis écolos, hein, parce que c'est comme ça, avaient bêtement attaqué le Tour de France il y a quelques mois. Voilà. C'est pas un coup de poignard dans le dos par rapport à mes amis écolos, mais vraiment, le Tour de France, c'est vraiment comme le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne, d'ailleurs en Espagne et en Italie, c'est vraiment le rendez-vous populaire le plus absolu. Oui, moi je suis très partagée sur cette histoire, on l'a évoqué avec Thierry Moreau. Est-ce qu'ASO effectivement devait porter plainte, continuer? Il y a des coureurs qui vont porter plainte. La dame est mortifiée, effectivement. Après, est-ce qu'il faut la condamner parce que ça fait un exemple et que peut-être ceux qui brandissent les pancartes ou qui sont au bord des routes feront plus attention, Régis? D'abord, je suis d'accord avec Jean-Luc concernant le Tour de France. C'est une des vieilles passions de ma vie. Je connais les vainqueurs depuis la création jusqu'à Lance Armstrong, à l'escroc et à l'imposteur mafieux américain. Mais sur cette histoire, j'ai vu ça. Il faut quand même dire qu'elle est partie. Elle est partie, elle n'est pas restée, elle s'est planquée, ça a été un peu compliqué. Et effectivement, on va pas saisir le pénal pour ça, etc. Il y a des assurances, déposer des plaintes à quoi on va. Je trouve ça un peu ridicule. C'est la surjudiciarisation, qu'on la laisse tranquille. Ils sont 200 coureurs. Je vous signale qu'il y a eu une chute le lendemain, au moment du sprint, ou le surlendemain, je sais plus, parce que je regarde ça tous les jours. Pensez donc. Hein. Et donc, non, ça va, quoi. C'est un accident, tout simplement un accident, et on va pas saisir le juge à chaque fois en faisant tout un tas d'histoires. Et ASO a bien fait de retirer cette plainte. Bon. Ah oui. Vous en pensez quoi Alors moi, je vais vous faire une confidence. Je déteste le Tour de France. Je m'emmerde à regarder sur la télévision des cyclistes se tortiller sur leur vélo pendant des heures et des heures. Voilà, excusez-moi, mais je suis pas un fan de Tour de France. Je préfère d'autres sports. Je partage également l'avis de Nico. Enfin, je suis pas fan non plus. Mais bon, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a ras-le-bol de la juridicialisation de la société. Dès qu'il y a un problème, un accident, on saisit le juge. Non, il y a d'autres moyens de régler les problèmes. On va en parler. Nicolas, c'est un coup de gueule? Ah, alors là, un coup de gueule. Un coup de gueule contre l'incapacité des pouvoirs publics à prendre à bras-le-corps le problème général de la toxicomanie et des drogues en général, comme s'ils étaient un tabou en France, avec cette actualité récente, toute récente d'il y a 2 jours, où on avait, je dirais pas enfermé, mais dirigé des toxicomanes, et je vais bien sûr parler du crack à Paris, du phénomène du crack. On avait dirigé des centaines de craqueurs dans un jardin, le fameux jardin des Halles, et décision incompréhensible et totalement irresponsable de la part d'Anne Hidalgo, on sort ces craqueurs dans la rue sans aucune solution. Rapidement, en une minute rappeler le crack, parce que les gens forcément ne savent pas ce que c'est. Le crack, c'est un dérivé de la cocaïne, c'est une drogue qui est pas chère, on dit d'ailleurs que c'est la drogue du pauvre, c'est une drogue qui est apparue dans les années 80, elle est très très addictive, et alors elle peut rendre très très violent quand on n'a pas sa dose, et c'est une drogue qui s'inhale ou qui s'injecte. Bon, elle est apparue dans les années 80 à Paris, et très vite, elle s'est concentrée sur ce qu'on a appelé la colline du crack, qui était un terrain vague entre 2 bretelles de la périphérie. Bon, et cette colline du crack, il y avait des centaines et des centaines et des centaines, jour et nuit, et il y avait un vrai village du crack, comme il y a eu à une époque aussi à Zurich, dans des parcs, ou à Berlin, dans des parcs pour l'héroïne, etc. Bon, cette colline du crack, et c'est là d'où vient le problème, cette colline du crack a plusieurs fois, 10 fois, 15 fois, été évacuée, sans d'ailleurs à chaque fois proposer une politique de substitution, une politique de prise en charge de ces toxicomanes. La dernière fois, on a fermé ce parc Éole, c'était en 2019, et là, on a
proposé aucune solution à ces toxicomanes qui, pendant des mois et des mois, et ça a duré d'ailleurs notamment pendant le confinement, se sont éparpillés dans 3 arrondissements de l'Est parisien, 18, 19 et 10e, à tel point que quand on allait pendant le confinement, et j'y suis allé me balader quelques fois, on ne voyait que les dealers et que les toxicomanes dans les rues errer. Voilà. Et donc après, ils se sont concentrés sur l'espace Stalingrad, dans le 19e, un espace qui, de toute façon, a toujours été, dans toute l'histoire, un lieu un peu de trafic, de hashish, de cocaïne, etc. Il n'y a pas d'action... Ils se sont rencontrés, et là, il y en avait tellement que les habitants du 19e, on se souvenait, tapaient sur des casseroles, etc. Et la décision commune, je le dis bien, d'Anne Hidalgo et de la préfecture, c'était pendant 1 mois de les diriger dans un parc. Alors là, c'était le gros scandale, les habitants n'ont pas compris, ils n'avaient pas été prévenus au départ. Mais là, c'est une gestion catastrophique. Mais c'est là le problème, c'est-à-dire que pendant 1 mois, tout le monde, moi je suis en contact avec toutes les associations Stop au crack, parce que c'est vraiment, je vais attaquer Anne Hidalgo la semaine prochaine au Conseil des Paris sur ce sujet avec Rachida Dati, et on va taper très fort. Ok, le jardin des Halles, pourquoi pas. Bon, et même les habitants que j'avais souvent au téléphone et que je voyais, on nous a dit, bon ok, on veut bien faire l'effort pendant 1 mois. Mais donc pendant 1 mois, vous travaillez avec la préfecture, Anne Hidalgo doit travailler pour essayer de trouver un autre lieu de substitution, ou en tout cas une prise en charge. Tout le monde s'attendait à ça, on avait la date du 30 juin. Et là, on apprend, en sortant, qu'il n'y a rien du tout, et que donc les dealers et les crackers se retrouvent à nouveau dans la rue. Et Anne Hidalgo promet à la rentrée, éventuellement, une prise en charge thérapeutique, parce qu'elle est en train de construire au niveau de l'Île-de-France tout un plan de prise en charge. Et donc là, pendant 2 mois, les dealers, les crackers, et moi j'y étais encore il y a 2 jours, alors il y en a 150. Ça va être l'heure du journal, donc on pourra réagir sur ce sujet dans un instant avec vous. C'est l'heure du journal sur Sud Radio. On est ensemble avec vous pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, Régis de Castelnau, avocat. Votre blog, c'est Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Beaucoup de choses pour un seul homme. Hein. Nicolas Jeantet, directeur des centristes. C'est le cumul, là. Voilà, le cumul. Je ne dirais rien. J'ai toujours été pour le cumul. Oui, Nicolas Jeantet, directeur des centristes et conseiller de Paris, et Najouel Haïté, docteur en droit, avocate, vice-président de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. On va revenir donc sur la vaccination obligatoire au-delà même des soignants, essentiels selon les autorités pour éviter une 4e vague. Faut-il des statistiques ethniques pour lutter contre le racisme? C'est ce que préconise Michelle Bachelet, donc qui est la secrétaire d'État commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Et puis Anne Hidalgo qui est en train de se préparer pour être candidate à la présidentielle. On continue notre tour de table, mais peut-être un mot sur ce que disait Nicolas Jeantet à propos des toxicomanes en général, particulièrement à Paris, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de la prise en charge de la toxicomanie. Oui, de l'accompagnement. D'ailleurs, je m'interroge, vous qui êtes conseiller de Paris, Nicolas, qu'est-ce qui a donné le plan? C'est un échec. Le plan crack ? Oui, le plan crack. 9 millions sur 3 ans. 6 millions ont été dépensés. D'ailleurs, la Cour des comptes va faire une enquête. 6 millions a été dépensé pour uniquement héberger en hôtel les crackers sans accompagnement médico-social. Donc en fait, on les a hébergés uniquement sans accompagnement social. Et la journée, ils repartaient chercher leur dose et ils repartaient. Et donc là, il est pratiquement épuisé. C'est un échec total. Et d'ailleurs, tout le monde s'accorde à le reconnaître. Oui. Jean-Luc, un mot sur les crackers? Enfin, le cracker. Ou tout ce qui concerne les drogues en général et en particulier. Des associations existent. Associations pour la réduction des risques, et je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont généralement fédérées dans cette association. C'est d'une complexité absolue puisque pour gérer ces personnes, c'est 24-24. Hein, il n'y a pas de temps mort. Donc, il faut des lieux. Et si je parle des lieux rapidement, et vous le savez très bien sur Paris, notamment intramuros, dès qu'on met un lieu pour accueillir des drogués divers et variés,
les populations locales hurlent en disant mais c'est normal, on le met en plein centre, au milieu des habitations, des lieux, ça doit se mettre à la périphérie. La solution, on la connaît, et je ne suis pas le seul à le dire, hein, c'est évidemment de mettre ça à proximité des hôpitaux, des grands hôpitaux. Et c'est pas si simple que ça, voilà. Donc c'est une problématique malheureusement qui dure non pas depuis Madame Hidalgo, mais bien avant déjà, qui a toujours continué, sur lesquelles beaucoup de choses ont été essayées. Je pense qu'on n'a pas été au bout. De toute façon, à un moment donné, il faudra bien réussir à travailler sur la gestion des drogues en général et en particulier. Et notamment ces lieux de grande pauvreté, et qui sont des lieux, et je comprends les riverains et les riveraines, qui sont des lieux évidemment insupportables à vivre pour les habitants quand ils vivent à côté. Bien sûr. Mais malheureusement, ces choses-là existent. Comment on fait? Il y a eu beaucoup d'essais. Je ne suis pas si sûr que les millions d'euros qui ont été dépensés, les 6 millions ou 9 millions, n'aient pas été utilisés parfois à bon escient. Je pense qu'il y a eu des essais. Ils ne sont pas réussis. Malheureusement, ça se voit. Ouais. Allez, Najwa, votre coup de cœur? Alors, mon coup de cœur, c'est la taxation, enfin, des grandes multinationales suite à un accord concernant un taux de 15%. Donc cet accord a été signé par 130 pays dans le cadre de l'OCDE. Donc il faut un accord politique. Donc cette taxation de 15% va cibler bien les GAFA. Donc les Google, Apple, Facebook, Amazon, donc oui, enfin. Donc des grands groupes, donc il n'y a pas que les GAFA, mais aussi des grands groupes qui font plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui sont les champions pour échapper exactement à l'imposition. Comment ça va marcher? Comment on va réussir à les contraindre? Ça veut dire qu'au lieu de faire une pression sur les États pour diminuer le taux d'imposition concernant leurs bénéfices, eh bien si 130 pays ont le même taux d'imposition, où vont-elles aller? Donc à partir du moment où il y a 130 pays qui prévoient le même taux d'imposition qui sera de 15%, eh bien ça limite les évasions fiscales et il y a une neutralisation aussi des paradis fiscaux. Donc on peut saluer cette première étape parce qu'il s'agit d'une première étape, parce qu'ensuite il faut une validation politique pour une mise en place en 2023. D'accord. Jean-Luc complexité absolue, très bonne proposition qui n'est pas encore validée, vous venez de le dire. Déjà, rien que dans le cadre de l'Union européenne, il faudrait que certains pays que je vais citer, l'Irlande, les Pays-Bas, Malte, arrêtent de faire de la défiscalisation. Déjà, c'est déjà rien que là, c'est compliqué, même dans le cadre de l'Union européenne constituée. Oui, absolument. Alors, Régis, ça va nous emmener sur un petit débat, je pense, votre coup de gueule. Je sais pas, mon coup de gueule, c'est les 15 heures de perquisition au ministère de la Justice hier. Alors, petit préalable, hein, je n'aime pas Éric Dupond-Moretti et je pense que c'est un mauvais ministre. Voilà, déjà. Mais on est confronté à un règlement de compte entre lui et les syndicats de magistrats qui ont déposé des plaintes que je considère, mais ça c'est mon opinion, irrecevable. Hein. Il n'y a pas de question d'argent ou de choses comme ça. Hein. Il a été victime, parce que il était victime de la fameuse enquête secrète du PNF avec mise sous surveillance de tout un tas d'avocats. Hein, et là, il est ministre et par conséquent responsable de la responsabilité professionnelle des magistrats. Et c'est une espèce de partie pancrasse, une bataille interminable. Enfin, elle a commencé il y a quelques mois et je ne pense pas que ce soit très bon dans cette période difficile, après cette sécession des gens qui n'ont pas été votés, etc., de réalimenter les choses avec une affaire qui n'est absolument pas un problème de probité, hein, ni de problème d'argent, et de voir que la séparation des pouvoirs est piétinée, c'est-à-dire que vous avez des magistrats qui ont décidé de régler un compte avec leur ministre, et je n'aime pas ce ministre, hein, et on a un ministère régalien qui est comme ça perquisitionné pendant 15 heures. Est-ce que c'était déjà arrivé à votre connaissance, une perquisition au ministère de la Justice ? Oui, moi j'ai une expérience personnelle. C'était à la suite de la construction de certains palais de justice. C'était celui de Fort-de-France à la Martinique, mais c'était donc l'ingénieur. Le ministère de la Justice. Oui. Mais c'était une annexe qui avait été perquisitionnée, hein, pour savoir comment avait été attribué le marché. Tout s'est bien terminé. Hein, il y avait une perquisition. Donc, mais là, c'est autre chose. Au-delà de la perquisition de 15 heures, toutes les images sont là,
etc. pour une affaire. 40 magistrats, 40, enfin pas magistrats, il y avait 40 personnes pour la perquisition. Nicolas Jeantet est en train de bouger. Cher maître, quand même, on reproche éventuellement à Dupond-Moretti un conflit d'intérêts entre lui, le ministre, et l'ancien avocat. Il y avait des plaintes qui avaient été contre le parquet national, il avait retiré sa plainte, l'enquête avait été classée sans suite, mais ensuite, pourquoi Dupond-Moretti a à nouveau enquêté, demandé une enquête sur ces 3 magistrats du parquet national? Enfin, il provoque, là. Ouais. Ah ben bien sûr, il provoque. Quand il a été nommé, ça a été les magistrats ont fait des assemblées. Ils se croient tout permis, ces organisations syndicales de magistrats. Non, attendez, je suis désolé. Il y a pas de morale publique en cause, il y a pas de probité publique en cause. Hein. Excusez-moi, je connais un petit peu la matière. Hein. Je l'ai enseigné à l'université. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet, sur justement ce que c'est que la prise illégale d'intérêt. C'est le mélange des casquettes. Bon, très bien. Hein. Là, en l'occurrence, ce dossier, il faut le comprendre. Quant aux plaintes, elles ont été déposées par qui? Elles ont été déposées par des organisations. Anticor, les syndicats des magistrats et un député de la France Insoumise. Qui n'ont aucun intérêt pour agir. Désolé. L'article 2 du Code de procédure pénale. Bon, alors, mais cela étant, moi, ce que je dis, c'est que c'est une affaire, et j'insiste, je l'aime pas beaucoup, Dupond-Moretti. Je pense que c'est un mauvais ministre. Il vient de se ridiculiser, ce qui ne m'a pas fait. Aux élections régionales. À l'élection de Hauts-de-France. Quelle galère. Non, mais je voudrais, si vous voulez, c'est compliqué pour les médias d'expliquer, etc. Je trouve que c'est un peu malsain de voir. Alors, tout le monde veut réagir. Petite pause, et on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on va revenir sur la vaccination obligatoire pour tous, au-delà même des soignants. Mais ce coup de gueule de Régis de Castelnau qui fait réagir sur la perquisition au ministère de la Justice, Nicolas Jeantet, vous j'avais juste... elle a duré combien, Valérie? Elle a duré 16 heures. Et on sait pourquoi elle a duré 16 heures. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'on ne trouvait pas les clés de plein de petits coffres anciens au ministère de la Justice et qu'on a dû aller chercher des serruriers pour ouvrir ces vieux coffres qui datent des années d'antan, et d'ailleurs dans lequel il n'y avait finalement rien du tout. Donc c'était une petite ironie, une petite blague. Non, mais c'est vrai qu'ils ont retrouvé des coffres cachés derrière une bibliothèque, qu'il a fallu aller chercher des perceuses, des meuleuses pour ouvrir ces coffres dans lesquels il n'y avait rien. Jean-Luc? Heureusement, il n'y avait pas de crâne, c'est bien. Oui. Il n'y avait pas de crâne. Oui. Non. De crack. De crack. De crâne, pardon. Alors, non. Vous en pensez quoi de cette perquisition? Est-ce que cette mise en scène vous semble grotesque ou est-ce qu'elle est essentielle? Il répond pas, Jean-Luc. Bon, alors, je savais pas que tu me parlais à moi. Oui, si. T'as dit vous, d'accord? Oui. Ce que j'en pense, je trouve que c'est très très mauvais en ce moment par rapport au système démocratique dans lequel on vit. Je pense que les gens ne peuvent plus rien comprendre à ce qui se passe entre les différentes institutions de l'État. Voilà ce que j'en pense. Oui, absolument. Moi, je partage l'avis de mon confrère, mais également de Jean-Luc Benamias, c'est qu'à l'heure où il y a une défiance des Français vis-à-vis de la classe politique, quand on voit perquisition ministère, mais franchement, on se dit, est-ce qu'il y a eu détournement de fonds? Est-ce qu'il y a eu attribution de marché? Non, mais vraiment, c'est la première chose à laquelle on pense. Et en fait, on s'aperçoit que c'est des règlements de compte, en effet, avec le ministère de tutelle et certains juges. À un moment, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on retrouve de la sérénité dans l'intérêt de la justice dans sa globalité. Bon, on va pas retrouver de sérénité. La sérénité avec Dupond-Moretti, au secours. C'est difficile de trouver de la sérénité avec ça. Et on va pas retrouver de sérénité avec le sujet qui vient. Un auditeur me dit au moins ils ont retrouvé les coffres parce que bizarrement pour Benalla les coffres avaient disparu. Donc c'est assez juste, effectivement. Non, je vois pas tous les tweets passer. Laurence me dit, de toute façon, Moretti est l'homme à abattre. Je sais pas si c'est l'homme à abattre, mais en tout cas, alors est-ce qu'il va pouvoir se maintenir? Moi, je serais lui. Je retournerai tranquillement à la profession. À Najouat, je pense que il est quand même dans une situation très inconfortable et puis il s'est ridiculisé dans ses élections, quoi. C'est un peu embêtant. Non, mais au-delà de s'être ridiculisé dans ses élections, enfin, voilà, chacun pense ce qu'il veut là-dessus, mais
mais il a quand même porté des réformes importantes. Après, tout n'est pas parfait, mais la réforme concernant la proximité avec les justiciables, bon, bah, c'est quand même une réforme qu'on attendait également. La réforme sur la justice des mineurs. La réforme sur la justice, en effet, des mineurs. En septembre, en octobre, est très importante. Réformant l'ordonnance de 1945, ça c'est quand même important. J'ai déjà les conséquences dans le 15e, j'ai déjà un juge pour enfants de plus. Bah et ouais, ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Formidable. Bon, allez, on va changer de sujet. La pression est en train de monter pour obliger tous les soignants à se faire vacciner contre évidemment le Covid-19. Il y a un projet de loi qui est en préparation. Mais comment on va appliquer une telle mesure? Alors il y a une consultation qui va être lancée avec des associations d'élus locaux, avec des présidents de groupes parlementaires. Et puis le chef du gouvernement a évoqué l'idée de l'étendre plus largement, mais sans donner plus de précision. C'est la présidente du Collège de la Haute Autorité de Santé qui a déclaré qu'il faudra envisager de rendre cette vaccination obligatoire pour les plus de 12 ans si la couverture ne progresse pas. Il faut savoir qu'il y a quasiment un professionnel sur 2 en EHPAD qui n'est pas vacciné. 64% des professionnels des établissements de santé qui ont reçu une dose. Qu'en pensez-vous? Alors on a en ligne avec nous un infirmier, Grégory. Bonjour Grégory. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Vous êtes vacciné, vous, ou pas? Absolument pas. D'accord. Alors, justement, le débat juste avant, il me semblait intéressant pour parler de sérénité. Oui. Je vous explique, il y a un an, on n'a rien demandé, hein, parce que bon, on fait ce métier par conviction. Il y a un an, ou à peu près, nous étions applaudis. Là, nous sommes un peu vilipendés, jugés coupables. Alors, il faudrait avoir des chiffres, hein, de savoir l'incidence réelle de la contamination par les soignants sur les sujets qui ont contracté le virus, premièrement. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que au niveau journalistique, il y a quand même beaucoup de choses là qui circulent depuis 1 an et demi. Je ne vais pas revenir sur, par exemple, Lancet Gate, qui est quelque chose Lancet Gate, qui est quelque chose d'assez énorme, qui s'est passé. C'est-à-dire, on sait que c'est faux, on sait que c'est du fake. Lancet Gate, oui. Voilà, on sait que c'est du fake. Bon, il y a l'AFP, certains journalistes se sont trompés. Ils ont simplement relayé une information. Et au final, ce qui se passe, c'est justement, juste avant, on parlait de la justice. Au niveau médiatique, quand quelqu'un est mis, alors je ne connais pas les termes exacts, hein, mais est mis en examen, alors tout de suite, ça fait les gros titres, et si jamais il est innocenté, on en parle beaucoup. Donc on en parle moins. Mais ce qui se passe, c'est que les gens ont retenu quelque chose, c'est tiens, il est mis en examen, donc, et dans leur esprit, il se passe ça. Ouais. Mais pourquoi vous ne vous vaccinez pas? Alors, je vais vous expliquer. Je travaille dans un service. Je ne vais pas dire que je travaille parce qu'on va me reconnaître et j'ai peut-être envie d'avoir d'ennui. Exemple type, en tant qu'infirmier, on nous a un peu forcé la main, on voulait nous forcer la main à nous vacciner avec Moi j'ai 43 ans, ça fait 21 ans que je suis à l'hôpital. On nous a un peu forcé la main à nous vacciner à bloc là, avec l'AstraZeneca, pendant que les médecins se vaccinaient au Pfizer. Alors je ne sais pas si le Pfizer est meilleur. En tout cas, nous on nous forçait sur l'AstraZeneca et eux ils étaient au Pfizer. Premièrement. Alors là, on va dire, tiens, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Parce qu'on s'est rendu compte que l'AstraZeneca, après, c'était pas exactement pour les mêmes populations. Oui, enfin, il n'y a pas eu... C'est surtout sur le... Oui. Donc vous, en gros, vous n'avez pas confiance dans le vaccin, c'est ce que vous êtes en train de dire. Déjà, premièrement. Et ensuite, j'ai travaillé dans un service, mais rien, je suis allé remplacer dans des services Covid. Donc, c'est de la réa Covid, c'est du soin intensif Covid. Au demeurant, ce charmant ministre de la Santé qui a dit tout et son contraire durant l'épidémie. Mais tout ça, on sait, monsieur. Mais tout ça, on sait. L'histoire des masques, l'histoire de... etc. Mais monsieur, on sait très bien que pour lutter aujourd'hui contre les variants, on sait très bien que les variants mutent, plus ils circulent, et qu'il faut arriver le plus proche possible de l'immunité collective. L'immunité collective, elle est entre 70 et 80%. Aujourd'hui, en gros, 50% des Français sont vaccinés. Et il y a les 25% les plus réticents qu'il faut aujourd'hui convaincre. Si le personnel médical ne se vaccine pas, quel message donne-t-on à tous les autres Français qui ne veulent pas se faire vacciner, monsieur? Vous êtes responsable, vous êtes médecin, vous êtes infirmier, vous avez fait des études pour ça. Alors, allez-y. Là, vous venez de balancer plein de choses. L'immunité collective, vous partez sur 80%. Sur quel principe?
cette immunité collective est calculée. Regardez un peu certains séminaires qui sont très importants, dont un qui a été publié il y a 2 jours. Attendez une seconode. Par l'IHU, qui est quand même en France quelque chose à écouter. Non. D'accord. Non, pardon, non, monsieur, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça. Non. On ne sera pas d'accord là-dessus. Vous savez ce qu'on peut dire. Vous savez ce qu'on peut dire, par exemple, on peut dire que Madame Lacombe, qui donc a eu les Légions d'honneur, disait qu'il n'y avait pas de variant. Non mais monsieur, vous êtes un anti-vac, là. Vous êtes en train de basculer dans le complotisme. Alors, vous voulez qu'on reprenne les déclarations du professeur Raoult sur il y aura moins de morts que d'accidents de trottinette, qu'il n'y aurait pas de seconde vague. Enfin, on peut aussi tout reprendre de l'autre côté. Non, vos propos sont très graves, monsieur. Si, c'est très grave. Si, c'est très grave. Attendez, on doit marquer une pause parce que c'est l'heure du journal, mais pas du journal, de la pub. Mais on se retrouve après. Restez avec nous. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Alors, Grégory est en ligne. Je veux pas vous couper parce qu'on va dire que je vous censure si je vous laisse pas parler, mais on a d'autres sujets à traiter. Donc, allez-y en conclusion rapidement sur le message que vous voulez faire passer. Je voulais dire un petit mot. Alors, attendez, vous aurez la parole, Régis, après. Oui. Non, Régis, c'est ça, allez-y. Oui, alors Régis. Oui, non, ce que je veux dire simplement, et hop, je prends mes précautions comme d'habitude, je suis double vacciné et je suis plutôt partisan dans la situation actuelle de la vaccination obligatoire. Enfin, je suis pro-vax pour les enfants, etc. Cette fois-ci aussi. Alors, bon, simplement, attendez. Simplement, il y a un grand débat aujourd'hui, des positions qui sont extrêmes, etc. partout. Le problème que nous avons, c'est celui qu'on a ressenti dimanche dernier avec ce taux d'abstention monstrueux, c'est que la crédibilité de la puissance publique pour imposer, pour convaincre aujourd'hui, elle est voisine de 0. Si c'est Sibeth Ndiaye qui vous dit il faut pas de masque, si c'est Gabriel Attal, ne vous inquiétez pas, si c'est Monsieur Véran, ou si c'est le président de la République qui multiplie les actes de désinvolture, je dis on a un problème. On est dans une situation très complexe parce que le niveau de vaccination, à mon avis, est tout à fait insuffisant, mais je ne vois pas comment on va arriver à imposer l'acceptabilité sociale. Oui, c'est la question. Alors allez-y, Grégory. En matière de questions, c'est toujours compliqué là de partir sur un jugement moral. Un tel doit faire ci, un tel doit faire ça. Il faut que les choses soient documentées, chiffrées. Et moi, je vous ai dit, je suis allé remplacer. En réa, en soins intensifs, je me suis occupé de gens qui ont eu le Covid sur les différentes. Alors, c'est pas des vagues, sur les différentes épidémies qu'il y a eu du Covid. Donc, j'ai connu les premiers, et puis ensuite le variant anglais. Je me suis retrouvé quand même à aider à incuber des gars de mon âge, quoi. Oui. Donc, ne croyez pas et mon père, il a 90 ans. Mais alors pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner? Je vous explique. Et on n'a pas la réponse, oui, c'est que c'est des mecs de 7... Attendez une seconde. C'est des gens qui étaient à la maison, qui n'étaient pas soignés. Alors au début, il fallait un peu voir comme ça, et puis après, je me suis retrouvé avec des mecs, ils avaient 25-75% du parenchyme matin. Mais vous ne répondez pas à la question, monsieur, excusez-moi, je parle. Alors, une seconde. Je laisse Valérie. Attendez, je finis. Donc, je me suis occupé de tout ce Covid-là, machin, et là, dans le service où je suis maintenant, on reçoit 2 fois par semaine, là, dernièrement, une jeune, passe deuxième AstraZeneca, dans un quart d'heure après, elle se retrouve dans mon service parce qu'elle a tapé l'AVC. Parce que quoi? Parce qu'elle a fait un AVC, ok? Donc, à un moment donné, il faut peser toujours le bénéfice et le risque. Mais donc, alors là, vous donnez l'exemple dans votre service. Il y a combien de millions de personnes qui ont été vaccinées? Quel est le retour de la pharmacovigilance? Est-ce que vous le savez? Écoutez, alors le retour de la pharmacovigilance. Allô? Oui, on vous écoute. Désolé, je crois que ça avait coupé. Le retour de la pharmacovigilance, il est fait dans mon service. Moi, c'est un service dans un hôpital en France. J'aimerais, en fait, qu'il y ait une documentation faite aussi par les journalistes et qu'il y ait... C'est pas le boulot des journalistes, monsieur. Et d'ailleurs, les études existent sur le bénéfice-risque et il y a plus de bénéfices. Mais c'est pas forcément le retour des journalistes non plus de dire des vérités toutes faites comme j'entends. Donc, toujours le bénéfice-risque, même dans une vaccination, et surtout avec les documents qui circulent en ce moment à l'hôpital pour les études sur un vaccin qui n'en est pas encore un, en fait, parce qu'on ne sait pas encore dit. Mais vous dites n'importe quoi. Pardon de vous dire ça et de façon aussi véhémente. Regardez un petit peu, parce que tout le monde, je vois les gens qui éructent en disant c'est un vaccin en test, on est à la phase 3. Est-ce que vous savez ce que c'est que la phase 3 en cours d'expérimentation? Le vaccin a été testé sur la phase 1. La phase 3, c'est le retour justement sur des millions de personnes. C'est un vaccin qui a été... je ne peux pas vous dire, si vous lisez des gens à peu près sensés et sur des scientifiques qui vous expliquent ce que c'est que cette phase 3. Dites-moi ce que c'est la phase 3 alors, Grégory. C'est quoi la phase... Non mais répondez-moi, c'est quoi la phase 3?
trop vague. Écoutez, j'en ai chié là, pendant un an. Dites-moi ce que c'est que la phase 3. Une seconde, madame. J'en ai chié pendant un an à les remplacer, à me faire un cul comme ça pour aller respirer des gens et tout. Et là, j'ai le truc moral. Maintenant, je vois des gens qui ont des effets secondaires de fada sur le vaccin et on va me dire, moi, que je suis immoral parce que je ne dois pas me vacciner. Non, écoutez. C'est quoi la phase 3 ? C'est quoi la phase 3 ? Vous me répondez ? C'est quoi la phase 3 du vaccin ? Ah bah il a raccroché. Bah parce qu'il sait pas. Bah, oui, parce que parce qu'il sait pas. La phase 3, c'est pour mais il n'avait pas parlé de la phase 3, je pense à la défense. Mais parce que l'argument... Moi, je ne sais pas ce que c'est non plus. L'argument, justement, vous vous renseignez. Je vais bien. Non, mais l'argument, c'est de dire, c'est un vaccin expérimental. Ça, c'est l'argument des anti-vax. Donc, quel est le taux, la réalité de la phase 3 ? C'est une fois qu'on a passé les tests de sécurité, d'efficacité, de savoir quelle est la dose qu'on vous injecte, c'est quel est le taux d'anticorps que vous allez avoir, quel est le profil évolutif sur plusieurs années, comment le patient évolue. Donc oui, il faut un peu de recul, mais c'est plus sur la pharmacovigilance que sur sur l'efficacité, sur la durée de l'efficacité que sur les retours. Donc oui, j'entends ce que dit Grégory. Bien sûr qu'il a été au front, bien sûr que les soignants sont là, et on n'a pas évoqué le sujet qu'on voulait évoquer, à savoir comment, effectivement, il a raison, pas porter un jugement moral sur les gens qui veulent pas se faire vacciner et sur comment on va faire pour le faire. Mais ça va être difficile de pas le faire. Bien Valérie. Sûr. Ça va être difficile parce qu'on vit dans une collectivité. Alors, il y a le pauvre Le Chypre qui se fait déchirer sur les réseaux parce qu'il a dit qu'il fallait aller les chercher entre deux gendarmes. Non, le problème, c'est que confronté à cette crédibilité, cette légitimité, il y a une réalité. Le coup de fil qu'on vient d'avoir le démontre. Bien sûr. Et l'acceptabilité sociale est voisine de zéro. Absolument. Donc, et Régis, on va arriver dans ce cas-là à créer une société avec 2 Français, ceux qui seront vaccinés, qui auront accès au restaurant, au cinéma, au concert, et ceux qui ne sont pas vaccinés, qui vont être mis au bord de la société. Et ça, c'est pas bon. Pour la cohésion mais absolument. Mais je trouve ça relativement irresponsable, y compris que, je ne sais plus qui me disait, vous êtes un cobaye. Je veux bien. On a une pandémie qui vient de secouer la planète. C'est un événement incroyable. 200% il est violent. On a des sociétés qui sont violentées par ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, est-ce qu'une des solutions, je discutais hier soir sur ce sujet avec une sénatrice, une amie, Sonia de la Provoté, pour ne pas la nommer, qui est médecin d'ailleurs, et on se posait la question, pourquoi on ne ferait pas un référendum en France sur cette question, vaccination obligatoire ou pas vaccination obligatoire, sur le principe d'un projet de loi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme en 2005, les gens vont avoir confiance. Non, mais je pense que, si vous voulez, je ne vois que la solution autoritaire. Non, mais comment je suis réservée sur le référendum. Dans la situation actuelle. Non, parce qu'on sait très bien que les référendums, c'est pour ou contre, et dans un contexte aussi particulier à la veille des élections. Enfin, moi, comment on peut obliger des gens à se vacciner ? C'est quand même la seule question. Mais moi, je vais vous dire, en fait, l'étau se resserre, et on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, c'est que à un moment, vous avez aussi tout votre environnement qui vous pose la question, êtes-vous vacciné ? Es-tu vacciné ? Quand la réponse est négative, autant vous dire que le regard il change sur vous. Et au-delà de ça, c'est votre liberté aussi de circuler. On parle de vacances, on est à la veille du départ en vacances. Et bien là, vous pouvez pas aller dans certains pays si vous n'êtes pas vacciné. Et le vaccin devient. Si on ne présente pas le passeport, c'est-à-dire que si on n'est pas. Oui, exactement. Oui, mais moi, je vais aller par exemple au Maroc. Ouais. Au Maroc, on vous dit, vous rentrez si vous êtes vacciné. Si vous n'êtes pas, c'est pour des raisons. Vous pouvez rentrer, mais pour des raisons impérieuses et un test PCR 48 heures avant. Mais je veux dire, vous passez votre temps à vous faire tester. Ouais. Donc, tout ça pour dire que votre liberté, elle se réduit. Donc, si vous voulez limiter vos vacances à rester en France, ça devient quand même un peu compliqué pour ceux qui veulent changer d'air, j'allais dire. Et puis, le regard de l'autre. Je crois qu'on ne peut pas obliger les Français, les 25% à se vacciner. C'est leur liberté. On ne peut pas forcer. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait les obliger. Et les emmener entre deux gendarmes, comme disait Régis, c'est pas possible.
possible. Je pense vraiment que... Non, c'est pas moi qui disais ça, c'était le Chypre. Ah oui, c'est bon. C'est pas moi, je pense que inconsciemment, ces derniers récalcitrants vont un jour se mettre devant la glace, veulent se sentir d'ailleurs un peu culpabilisés par ceux qui ont été vaccinés, et inconsciemment, mais alors il faut que ça aille un peu plus vite que ça, ils vont prendre le chemin des vaccinodromes parce qu'ils auront envie de vivre tout simplement normalement comme tout le monde. Absolument. Jean-Luc. Les discours contradictoires qu'on a entendus depuis un an, Régis en a un peu reparlé, sont des discours qui n'ont pas permis une crédibilité générale de la population. Moi, je suis vacciné, je l'ai déjà dit à l'antenne, j'ai eu mes deux doses de Pfizer, très bien. Jusqu'à il y a à peine 2 jours, avec le passeport sanitaire, on nous disait quand même, alors il semblerait que ça ait changé, que pour aller ne serait-ce que de l'Union européenne, il fallait quand même faire un test PCR pour pouvoir rentrer. Alors ça s'est arrêté il y a 2 jours. Tous ces discours contradictoires de complexité absolue ont enlevé de la crédibilité à la vaccination. Raison, moi, je suis de ceux qui pensent que l'obligation dans ces cas-là, comment on va faire? On va obliger les gens, on va aller les chercher. Donc je pense qu'il faut retrouver de la crédibilité, tout à fait. Permettre avec les études, tu as raison Valérie, les études sont faites de plus en plus, on commence à avoir 8-9 mois d'expérience, notamment grâce aux Israéliens et Pfizer. Donc au fur et à mesure, la crédibilité reprendra ses droits. Mais jusqu'à maintenant, on a encore des discours contradictoires, on a encore des discours complexes entre les différents ministres, entre le Premier ministre, et puis on attend toujours la décision de M. Macron. Tout ça a complexifié la situation et n'a pas aidé à une vaccination complète. Et puis chacun sait qu'on est rentré en été, qu'évidemment, les variants ont l'air moins puissants, même le variant Delta a l'air moins puissant, en tout cas moins contaminant, et que plus on ira vers cette... Non, le variant Delta, il est très contagieux. Oui, il est très contagieux. Arrêtons avec ça aussi. Non, mais c'est la réalité. C'est les scientifiques qui le disent. Est-ce qu'on a dépassé les 1 personne par contagion? Non, mais il faut être honnête jusqu'au bout. Il faut aller dans les 2 sens dans ce cas-là. Jean-Luc, si on regarde les pays voisins, le variant Delta explose au Portugal. Donc là, il renoue avec le couvre-feu. Il y a 40 communes qui renouent avec des restrictions. Il y a l'Irlande aussi, du coup, qui recule les mesures restrictives, enfin la levée des mesures restrictives. Donc autant dire que ce qui se passe autour de nous est loin d'être rassurant quand même. Justement, c'est bien le problème. Une question, Najouat. J'ai entendu ça aussi. Moi, on m'a dit, vacciné, vous pouvez parfaitement attraper le Covid, bien sûr, mais ça vous protège à 90% contre les formes 80%, même 80%. Dire que je me suis précipité. Bon, donc, mais alors je voudrais savoir si ce variant Delta, qui serait plus contagieux, je crois que contagieux, contaminant, c'est bien d'avoir cette nuance. Est-ce que ce variant provoque plus de formes graves, y compris parce que bon, j'ai entendu dire que le vaccin était aussi efficace, parce que c'est ça le problème. On en a pour 10 ans avec cette maladie et les variants qui vont arriver, etc. Simplement, on aura des vaccins qui nous protégeront contre les formes graves. C'est comme pour la grippe, je dirais d'une certaine façon. Donc, et c'est une question. Est-ce que le fameux Delta qui fait peur à tout le monde, est-ce qu'il favorise les formes graves? Je ne suis pas scientifique. Apparemment non. Enfin, les études qui sont parus disent qu'ils protègent, que les vaccins protègent à 90 ou 95%. Je retrouve une étude sur les vaccins ARN réalisée sur 4000 personnels soignants, 91% de cas en moins, et chez les quelques vaccinés qui ont été contaminés, 58% de cas fortement symptomatiques en moins et 40% de charge virale en moins. Donc ça veut dire que même quand vous êtes contaminé, la charge virale est moindre et les cas et les symptômes sont aussi beaucoup moins importants. Mais et on le voit en Israël, parce qu'on parle en Israël de 40% de personnes qui se sont faites vacciner et qui sont contaminées, eh bien, elles ne développent pas, celles qui sont vaccinées, les formes graves, et elles ne sont pas hospitalisées. Et encore une fois, faisons de la prévention. Gardons ce triptyque qui n'a jamais fonctionné avec Macron. Tester,
tracer et isoler, notamment dès qu'on voit un cluster avec ce variant Delta, on isole ceux qui sont testés et dans des hôtels, voilà, il faut absolument que ce triptyque marche. C'est la seule façon de permettre à ces variants de ne pas se développer. Moi, j'aime bien répéter cette phrase que j'ai lue d'un scientifique qui dit de toute façon à la rentrée, soit vous serez vacciné, soit vous aurez le Covid. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas. Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chose. C'est-à-dire que s'il y a effectivement cette 4e vague, vous n'êtes pas vacciné, vous attraperez le Covid sous une forme grave ou pas, et soit vous êtes vacciné et vous serez a priori protégé. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler des statistiques ethniques. C'est la haute commissaire, je sais pas si ça se dit, la haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui demande aux pays d'appliquer des statistiques ethniques pour combattre les discriminations. À tout de suite. Allez, on est ensemble jusqu'à midi en ce vendredi 2 juillet. Faut-il des statistiques ethniques pour lutter contre le racisme? Michelle Bachelet, haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, a appelé les pays à appliquer des statistiques ethniques pour combattre les discriminations. Si on ne connaît pas les différentes ethnies, les différentes populations qui peuvent composer un pays, on ne peut pas lutter, selon elle, contre le racisme, une pratique qui est interdite en France, mais que certains chercheurs plébiscitent. Effectivement, la France ne veut pas de ces statistiques ethniques. Najwa, pourvu que ça dure. Moi, en tout cas, je suis contre ces statistiques ethniques, et je trouve que les propos de cette rapporteure de l'ONU sont aberrants. Pourquoi ? Parce que déjà, elle parle de racisme systémique. Donc ça veut dire un racisme institutionnel. Donc déjà, ça me choque. En France, il n'y a pas de racisme institutionnalisé, institutionnel, systémique. Donc ça, déjà, c'est une aberration, ce qu'a dit cette rapporteure. Après, que le racisme existe. Et il existe. Que l'antisémitisme existe, que les discriminations existent également. Bien sûr qu'il faut les combattre. Et d'ailleurs, les lois existent en la matière pour sanctionner dès qu'il y a une discrimination ou des faits de racisme, etc. Donc voilà, je trouve ça aberrant. Après, pourquoi moi je suis contre les statistiques ethniques ? C'est que moi je suis profondément attachée à la culture universaliste. Et puis, cette culture, on l'a héritée d'années, j'allais dire, de plusieurs années, de décennies et de décennies de combats en faveur de l'égalité. Donc, la citoyenneté une et indivisible, j'y suis profondément attachée. D'autant que... Et là, j'en terminerai par là. Les gens qui prônent les statistiques ethniques, ils disent oui, mais c'est pour mieux connaître le problème, pour mieux lutter contre les discriminations. Mais sachez que on peut exploiter, les chercheurs peuvent exploiter d'autres données par le nom. D'ailleurs, Jérôme Fourquet, déjà, d'ailleurs, dans son ouvrage L'archipel français, a fait une analyse par les noms. C'est totalement hypocrite. Oui, mais il a fait une analyse hyper intéressante où on voit en effet que dans certains départements ou dans certains quartiers, la mixité sociale n'existe pas. Oui, mais ça s'appelle les statistiques ethniques. Oui, mais c'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Non, c'est par le nom, c'est différent. C'est par le nom. Moi, derrière le mot ethnie, il y a le mot race quand même. Exactement. Voilà. Et ça veut dire qu'on va arriver à une statistique, par exemple en France, où on va dire que la race blanche est la première race. Mais on va en conclure la suprématie de la race blanche en France. Mais on tombe sur la tête, non. Attendez, statistiques sur les communautés. Sur les communautés. Attendez, Nicolas, je vous signale que on les a déjà. L'INSEE sous le contrôle de la CNIL, on les a déjà. Sous le contrôle de la CNIL, oui. Bien sûr, sous le contrôle de la CNIL. Nous, on les a déjà. Mais si on ne peut pas les exploiter. Non, mais on le sait très bien. On les utilise. Même dans les villes, on les utilise. On sait que dans tel quartier, il y a une communauté maghrébine plus importante. On sait que dans tel quartier, il y a une communauté russe ou tchétchène plus importante. Et d'ailleurs, nous, les élus, ça nous aide, puisque justement, dans des demandes de logement, on essaye justement de casser ces communautés pour pas qu'elles restent entre elles. Mais publier des statistiques ethniques, c'est un repli sur soi-même et c'est un repli communautaire. Mais c'est dangereux. Et c'est très dangereux. Alors, il faut surtout éviter. Je voudrais ajouter quelque chose. Et signaler à Nicolas que Mathilde Cohen nous a fait un beau dégagement sous l'égide de Sciences Po pour dire que les AOC, AOP étaient une technique pour imposer la suprématie blanche. Mathilde Cohen étant en question, ça m'a pas surpris. Étant une chercheure, au CNRS.
Oui, et qui est actuellement détachée dans une université américaine. C'est une fille brillante, plutôt sympathique, mais là, n'importe quoi. Non, ce que je voudrais dire, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que des statistiques ethniques pour lutter contre le racisme systémique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ensuite, ce seront ces critères, une fois qu'on aura les statistiques, ce seront ces critères qui seront utilisés. Comme on vient de dire, pour les grandes écoles, les boursiers, il faut leur mettre des points en plus. On sait très bien ce qui se passe aux États-Unis. Moi, j'en ai marre qu'on passe son temps à nous importer des choses d'autres systèmes. Comme disait je ne sais plus qui, je ne suis pas responsable de l'assassinat de Martin Luther King. Il y a une histoire américaine, il y a un certain nombre de choses qui se sont passées. Et je reviens sur Madame Bachelet. Moi, elle me fait rire, Madame Bachelet. Elle est chilienne, elle a été présidente socialiste chilienne. Mais attendez, eux, je veux dire, dans ces pays, oui, effectivement, ils ont un problème avec les Amérindiens. Ce sont les Mapuches. D'ailleurs, j'ai noté que Madame Garrido, tout d'un coup, s'affichait Mapuche. Exactement. Je pense qu'elle est même pas née là-bas. Enfin, peu importe. Si, elle est née là-bas. Le problème, c'est ce qu'on en fera de ces statistiques. C'est ce qu'on en fera. On va avoir de l'affirmative action. On va avoir effectivement des critères qui seront des critères ethniques et par conséquent raciaux, mais la race n'existe pas. La race humaine, il n'y a qu'une seule espèce humaine, mais c'est véritablement justement le moyen de mettre en place un système. Le système français, c'est non. La couleur de peau, l'origine, le lieu de naissance, vous êtes français, vous avez les mêmes droits que tous les autres. Et alors attention, ça ne veut pas dire, Najwa, tu as raison, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas un certain nombre de choses. Enfin, je rappelle quand même, pour faire la petite comparaison avec les États-Unis, ce qu'on oublie, la France, elle a fait des choses pas très jolies, elle a été puissance coloniale et tout, je connais ça. Mais je rappelle qu'en 1962, si l'attentat contre Charles de Gaulle avait réussi, le président de la République qui, le lendemain de la mort de De Gaulle, s'installait dans le fauteuil à l'Élysée, il était noir. Je ne sais pas si les pays qui nous donnent des leçons aujourd'hui peuvent le dire. Oui, alors, Jean-Luc, vous en pensez quoi ? On le sent perplexe, Jean-Luc. Moi, j'ai rien contre Madame Bachelet qui déclare des choses au niveau international. Moi, je trouve que les statistiques ethniques, pour l'instant, on n'en a pas, mais enfin, on a quand même quelques perceptions, notamment sur les contrôles aux faciès. Tout le monde voit bien que sur les contrôles aux faciès, ce sont certaines ethnies qui sont plus touchées que d'autres. Voilà. Mais j'ai pas d'avis préconçu par rapport à ça. Je trouve que si plus on peut durer sans avoir ces statistiques ethniques en France, faisons durer cette affaire. Oui, c'est effectivement... En particulier, je vous signale que ceux qui mettent en avant les statistiques ethniques des gens qui sont en détention, je pense à quelqu'un qui a très envie d'être candidat à la présidence de la République, dont on parle beaucoup en ce moment. Moi, je suis radicalement contre. Nicolas Sarkozy s'y était déclaré favorable, mais la plupart des politiques sont contre. Et Emmanuel Macron, lui, avait complètement balayé la question en 2020 en disant qu'il préférait mettre en place des dispositifs antidiscrimination plutôt que de recourir à des statistiques. Donc, je pense que c'est pas... Oui, Jean-Luc Benamias. Sur le contrôle aux faciès, c'est pas très réussi. Non, pas vraiment, pas vraiment en effet. En tout cas, c'est un rapport qui a été publié en juin dernier. Allez voir sur Internet ce qu'elle préconise. Et pour elle, c'est une manière de lutter contre la discrimination. Et visiblement, en tout cas, ça ne vous convainc pas. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Non, dans ces cas, allez, il nous reste une minute. Moi, j'avais qu'une seule chose à dire sur Hidalgo candidate. On n'a pas le temps. Ça sera une minute. Vous dites au secours. Najwa, elle va y arriver. Oui, bon. Qu'elle commence à bien gérer sa ville. Quand on est candidat à une présidentielle, on a un bilan, en tout cas, où on a un projet. Si on regarde le bilan ou le projet de la ville de Paris, excusez-moi, mais qu'elle commence à travailler sur Paris. Combien ? La dette de la ville de Paris, c'est 9 milliards. Et il faut 329 années pour la rembourser. Attendez, qu'elle commence à mieux gérer la ville de Paris. Jean-Luc ? J'aurais attrapé le Covid d'ici là. Jean-Luc ? L'émission parisienne, on verra ça en septembre. Elle a déclaré sa candidature. Elle a dit maintenant, attendons septembre. Nous verrons en septembre. Allez, merci. Deuxième tour, Hidalgo-Zemmour. Au secours. Ça nous fera des beaux débats. J'irai à la plage. Moi aussi, piscine. Moi, j'aurais piscine. Et on se retrouve lundi. Très bon week-end. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Ça fait du bien.